Salut Raphaël, on se retrouve pour enregistrer un bonus audio à l'émission radio numéro 19 qui parlait d'éducation sexuelle et affective et de prévention des violences. Je t'ai proposé de faire ce bonus audio parce que tu as une activité de thérapeute et tu t'es formée pour accompagner les personnes qui sont victimes de violences, notamment les femmes. Et du coup, tu peux proposer un accompagnement particulier dans ce cadre-là. En quoi consiste ton activité de thérapeute? Alors, mon activité de thérapeute, c'est de l'accompagnement thérapeutique et des conseils en santé. Dans l'accompagnement, on retrouve une notion de faire ensemble, d'être dans un lien de confiance avec la personne qu'on accompagne et de l'aider à cheminer en respectant bien son rythme, en fait. On va faire un bout de chemin ensemble vers une meilleure santé et on va l'aider, lui donner une place pour que la personne puisse poser sa problématique, ce pourquoi elle est là, ce qui l'a fait souffrir ou ce qu'elle aimerait améliorer. Et puis, on va, à son rythme, en respectant ses valeurs, ses choix, cheminer vers une meilleure santé, un mieux-être. Alors, ces accompagnements s'adressent à un public assez varié, des enfants jusqu'aux seniors avec toutes sortes d'objectifs ou de demandes. Parfois, c'est des gens avec des accidents de parcours, des accidents de vie, des maladies, des souffrances émotionnelles, des handicaps. J'avoue que le public est assez varié. C'est souvent un public qui n'a pas trouvé une réponse assez globale parce qu'on a parfois tendance à morceler un petit peu les choses. Et là, l'idée, c'est de regarder l'équilibre dans son ensemble. On travaille sur plusieurs choses, dont le corps, l'émotion, l'alimentaire. C'est vraiment une façon de voir la santé globale. Classiquement, il y a un premier temps d'échange. Les gens arrivent, déposent leurs problématiques. On en discute, on prend le temps de décortiquer ensemble ce qui se passe, de prendre un temps pour ça. Et puis après, on définit ensemble alors, je propose, on réfléchit ensemble à un plan d'accompagnement avec des thèmes de travail, entre guillemets, sur lesquels on va pouvoir avancer ensemble. Et puis, c'est toujours en interactif. Moi, je propose des choses et effectivement, il faut que la personne accompagnée, elle soit en accord avec ça. Parce que on fait ensemble, en confiance, on a un travail d'équipe vraiment. En termes d'outils, moi, j'ai trois grands axes de travail. Il y a l'alimentaire, qui n'est pas toujours investi si les patients ou les personnes accompagnées ne sont pas dans cette demande, mais il y a ce côté-là où je suis formée en nutrition, micronutrition, etc. Il y a tout un travail sur le corps, sur le sommeil, l'activité physique, le relâchement de tension, l'équilibre global du corps, et puis un travail sur la gestion des émotions. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on les dépose, comment on les vit, comment on peut s'apaiser. Voilà, c'est mes trois plans d'action. En termes d'outils, il y a un vrai temps d'échange, un vrai temps de parole. Et puis après, il m'arrive d'utiliser des crayons de couleur, du papier, des mouvements, de la danse. Parfois, on travaille au sol. C'est très varié en fait. Selon toi, pourquoi les personnes qui sont victimes de violences, c'est important de leur apporter un accompagnement spécifique? Alors, c'est un public très spécifique, effectivement, parce que les victimes de violences, souvent, il n'y a pas de blessure apparente. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont, pour le coup, morcelées. Souvent, les victimes sont épuisées dans un problème d'incompréhension et de destruction, hein. Ce sont souvent des personnes détruites avec plein de mélanges de culpabilité, de honte, de peur, de doute. Donc, il y a cette problématique-là qui est très particulière, dont on ne voit pas forcément la répercussion quand on rencontre quelqu'un comme ça dans la rue. On est parfois loin d'imaginer ce qu'il y a dessous. Donc, le fait d'avoir été formé à tout ce que la violence peut entraîner comme conséquence sur la santé m'a amené à avoir un autre regard sur les victimes de violence et du coup, leur permettre de leur apporter un espace sécurisé où on prend un espace dédié à leur trauma pour le poser, le déposer à leur rythme. On libère la parole petit à petit. Quand c'est possible, on fait des étapes. Souvent, on prend le temps d'en faire quelque chose, de donner du sens à tout ça. On utilise le témoignage, parfois audio, parfois écrit, entre deux. On laisse quelque chose, on sort le trauma d'elle et on le laisse dans cet espace-là, physique et entre nous. Enfin, il y a tout un travail sur la confiance, le lien de confiance sécurisé. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les réseaux qui se développent actuellement sur Grenoble, à la fois pour les professionnels et à la fois pour les victimes? Oui, alors dans le monde de la violence, effectivement, le point clé, c'est de travailler en réseau parce que tout seul,
c'est pas possible. La violence isole et le but, c'est de s'entourer. Donc, pour les patients, il y a des choses qui se construisent avec des associations pour les victimes qui les aident dans le recueil là aussi de la parole, dans les démarches à faire. Pour les professionnels, se construisent aussi plusieurs associations pour aborder ensemble les dossiers plus délicats où il faut de la finesse et puis pour ensemble en parler dans l'intervision, selon notre place, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour les victimes et puis aussi pour les accompagnants. Moi, avec 2 amis, on a monté une association au mois de juin l'année dernière pour les professionnels de santé qui s'appelle ENAE, qui se construit pour justement permettre aux accompagnants qui sont proches de ces victimes de se former, d'avoir des ressources pour être au plus proche d'un bel accompagnement et puis d'être eux-mêmes sécurisés dans cette gestion-là, qui n'est pas simple du tout. Du coup, sur Grenoble, dans l'idée de pouvoir ne pas bosser seul et faire en sorte qu'il y ait des lieux qui fassent converger les compétences autour des victimes de violences, il y a un projet qui est en train de se monter avec la perspective d'ouvrir un lieu au mois d'octobre 2022. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, il y a une association qui s'appelle Univerel, créée par des médecins gynécologues qui a vu le jour il y a un peu plus d'1 an. Elles ont mis en place des systèmes de réunions interdisciplinaires mensuelles et elles font un énorme travail pour justement réfléchir à la création d'un lieu dédié à la reconstruction des victimes de violences. Ça avance bien. Il y a plusieurs modèles comme ça en France de maisons de femmes, en fait. Il y en a une à la Seine-Saint-Denis, la première, la Maison des femmes de la Seine-Saint-Denis. Il y en a une à Marseille. Il y a plusieurs projets en cours sur le territoire. Et il y a un projet sur Grenoble aussi qui est en travail et qui chemine, mais c'est des mois de travail, donc ça verra le jour certainement en fin d'année ou en tout cas, c'est prévu pour. Pendant l'émission, à un moment donné, tu as parlé des auteurs de violences et de l'importance et de la nécessité de les accompagner eux aussi, de les soigner. Est-ce que tu peux revenir là-dessus sur pourquoi justement cette démarche-là, même si elle paraît peut-être compliquée, notamment pour les victimes, elle est indispensable? Alors, c'est vrai que c'est une question qui peut faire débat et puis qui interpelle, qui peut déranger même. Moi, j'ai eu la chance pendant un diplôme universitaire d'avoir un cours sur ce qu'on appelle la physiopathologie des auteurs de violences sexuelles. C'est-à-dire qu'on a une psychologue qui nous a appris, expliqué ce qui peut amener un individu à être auteur de violence. Et comment tout ça, ça s'articule, qu'est-ce qui à un moment donné dans son développement psychomoteur, affectif et sexuel, conduit un individu à. Et moi, le fait qu'on m'explique, ça m'a permis de mieux entrevoir cette chose-là déjà. Et il est vrai que dans un objectif de prévention et de soins, on peut travailler sur cette question-là des auteurs de violences. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une action de justice. C'est pas la même question, en fait. C'est une autre question. C'est qu'est-ce qu'on fait après parce que des auteurs de violences, il y en a énormément, plus ou moins des violences plus ou moins graves et avec impact. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour, quelque part, éradiquer avec des guillemets, parce que c'est ambitieux, mais diminuer tout ça, éduquer, sensibiliser. Et plus on comprend ce qui dysfonctionne, plus on arrive quelque part à faire de la prévention. Et on arrive à avoir... moi, j'ai eu notamment, il n'y a pas longtemps, une victime de violence, une jeune femme qui est venue... et en fait, elle était complètement dans l'amour de son bourreau. Et quelque part, je pense que si j'avais été très jugeante et très fermée à cette question-là, je serais peut-être passée à côté de ma personne accompagnée là en face de moi, de cette jeune femme. Ça a participé à notre lien de confiance. Et du coup, pour la petite histoire, elle a fini d'ailleurs par partir de son domicile. Mais voilà, ça permet aussi de faire du lien. C'est des fois un peu plus subtil que les gentils, les méchants. Donc, il faut affiner. Ça n'empêche pas d'amener une action en justice. Et tout le travail de reconnaissance des choses, il est fondamental pour les victimes. Et proportionnellement, on accompagne beaucoup plus de victimes que d'agresseurs. Mais il y a en tout cas une perspective de prévention là-bas derrière, de soins.
La question du soin, c'est aussi de éviter la récidive, en fait, et aussi de pouvoir accompagner peut-être des personnes qui elles-mêmes ont été victimes de violences dans leur enfance. Les violences dans l'enfance, ça expose les filles à en être victimes de nouveau et ça expose les garçons à les répéter. C'est encore une autre perspective pour essayer de casser ce cycle perpétuel-là, violent. Du coup, pour conclure, si les personnes veulent te rencontrer, comment ils font? Eh bien, ils peuvent m'écrire un mail, ils peuvent me téléphoner, me laisser un message. J'ai une petite page internet aussi qui mange pas de pain, mais Faut que tu me le refasses, Raphaël, ça va Oui, te il faut que je te le refasse. tu m'en fais. Ah oui, non, là, je suis partie dans autre chose. En plus, j'ai ri en même temps. Ouais, Alors, je vais refaire la question et puis donne ton adresse, ton numéro de téléphone, sachant que moi, je le remettrai dans le descriptif attends, je du me connais podcast. pas par cœur. Au moins l'adresse de ton site. Oui, oui. L'adresse Attends, du je vais site. mettre- Moi, je préciserai le mail et tu le téléphone préciseras? après. Ok, Ouais. ça marche. Donc, les personnes qui souhaitent entamer un accompagnement thérapeutique et te rencontrer, où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations et te contacter? Ils peuvent m'envoyer un mail ou m'appeler. Et puis, j'ai aussi un site internet qui s'appelle www.accompagnement-santé.fr où on trouve là encore mon contact. Et puis, je réexplique un petit peu la démarche de façon plus détaillée.